Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être présents ce matin pour cette conférence autour du marché de l'art urbain et des collections. Alors, on devait être deux et au final, on est plus que prévu, donc c'est génial. Voilà, c'était Talk and Friends ce matin. Bah, les Friends se sont retrouvés. Voilà. Donc, vous avez à mes côtés ce matin Monsieur Hervé Lourdel, qui a la Galerie Graffiti Co. depuis 2 ans et demi. Donc voilà, qui est exposant sur la foire et qui a cette année un solo show de l'artiste Lady Pink. Voilà, une des premières grandes graffeuses new-yorkaises. À ma gauche, vous avez ici Maître Emmanuel Moine. Voilà, donc avocat et grand collectionneur d'art urbain. Et il a aussi, entre autres, défendu beaucoup d'artistes et notamment des graffeurs. J'ai fait ça, bonjour à tous. Et vous avez ici présent Monsieur Willem Spiertra, qui est aussi un très grand collectionneur de graffiti. Vraiment de graffiti, presque essentiellement de graffiti. Exactement, bonjour à tous. Et donc, qui a une galerie qui s'appelle Spiertra. Depuis combien de temps ? 40 ans. Depuis 40 ans, voilà. Et c'est une affaire de famille. Tout à fait, mon père l'a ouverte en avril 1984. Et puis, 10 ans après, j'ai repris les rênes de cette galerie. Okay. Et de la collection post-graffiti également. Voilà. Post-graffiti. Et je me présente, moi je m'appelle Chloé Collin et je suis commissaire-priseur et spécialisée dans l'art urbain et le graffiti. Voilà. Et donc on va parler des collections, de l'art urbain, du marché de l'art urbain. Et vraiment l'idée c'est une table ronde, c'est qu'on puisse, que ce soit très fluide. Voilà, l'idée c'est vraiment un échange entre nous puisque nous, ça fait assez longtemps qu'on se connaît, qu'on se croise, qu'on s'entrecroise, qu'on s'est aidé à plusieurs reprises puisque c'est un petit milieu, le milieu du graffiti. Et je suis très contente d'être là avec vous ce matin, puisque ça a beaucoup de sens de parler de ça, du marché de l'art urbain et des collections, puisque au-delà d'être des passionnés de graffiti, vous avez chacun des collections qui sont assez pointues. Et vous soutenez, vous êtes quelque part aussi des mécènes depuis le début de beaucoup d'artistes. Voilà, donc je suis très contente d'être avec vous ce matin. Et si jamais vous avez des questions, l'idée c'est vraiment une table ronde, une discussion, et puis après on ouvrira sur tout ce qui est questions, échanges. Voilà. Alors moi j'ai une question, la première question que j'ai pour vous, et après je pense que ça partira un petit peu plus en discussion, mais quel est l'artiste de graffiti que vous avez collectionné en premier ? Et pourquoi ? Très bonne question. Moi c'est Crash, parce que j'en avais vu dans la galerie de Willem. Ah non, bah voilà. Comme quoi je vous disais, on se voit, on se connaît, on s'entrecroise, voilà. C'était dans les années 2000, début 2000. Même avant, 97, 98. Okay. Tu voulais tout le temps m'en vendre. Je disais non, laisse-moi tranquille, laisse-moi tranquille. Et puis finalement, je me suis laissé happer. Je t'ai pas lâché. Ah, tu m'as pas lâché. Ouais, je m'en rappelle. Bon, c'est vieux. Mais moi, je dirais, donc toi, c'est un Crash. Moi, je dirais Bill Blast, qui est un artiste américain. Et en fait, c'est mon père qui avait acheté une œuvre de lui en 82 à New York et qu'il l'avait ramenée à la maison. Et elle s'appelle Sky's the Limit et elle fait bien 2,50 m sur 2 mètres. Donc ça prenait un petit peu de place dans le salon, mais elle est magnifique puisque nous l'avons toujours. Ouais, ça, et cette toile-là, quand tu l'as exposée dans ta fondation, oui. Moi je n'étais pas encore collectionneur, on va dire, compulsif. Et quand j'ai vu ce tableau, je me suis dit, c'est ça qu'il faut acheter. Enfin, pas celui-là, parce que il n'est pas à vendre. Il n'est pas à vendre, mais des tableaux du même genre, ouais. Tout à fait. Mais toi, tu as de très belles œuvres dans ta collection. Voilà, on se connaît, donc vous avez compris, on se connaît très très bien. On mange ensemble, on va chez l'un, chez l'autre. Et on arrive encore à trouver des œuvres sur le marché, le second marché, le premier marché. Et puis Chloé est là pour nous en trouver aussi, puisqu'elle
elle envoie à travers sa maison de vente pour laquelle tu travailles aujourd'hui. Et c'est parce que nous, on ne peut pas tout voir, on ne peut pas tout trouver, mais tu es là pour nous dénicher les perles rares des œuvres des années 80, 90 et 2000. Voilà. Et toi, Emmanuel? Moi, le premier truc que j'ai acheté, c'est pas du tout un truc issu du graffiti. C'est une toile d'Epsilon Point que j'ai acheté dans les années 90 dans une galerie qui n'existe plus, qui était une petite galerie qui vendait tout ce mouvement-là de ce qu'on appelait à l'époque déjà le street art. Ouais. Ok, donc tu as commencé par le street art? Non, j'ai commencé le par lettrage. aimer le graffiti. D'accord. Et puis un jour, je suis passé devant cet endroit où il y avait plein d'artistes qui étaient exposés. Ouais. Et dont cette peinture d'Epsilon Point que j'ai bien aimé, qui était un billet de banque. À l'époque, il faisait toute une série de billets de banque. C'est un billet de banque de l'Algérie. Okay. Donc c'est totalement hors parcours graffiti. Mais voilà. Ouais. Et pour revenir à cette distinction entre street art et graffiti, est-ce que, puisque toi, Emmanuel, dans ta collection, il y a beaucoup de graffiti, mais il y a aussi pas mal d'art urbain en général, donc avec du street art aussi, pas mal de... T'aimes bien aussi les artistes qui ont fait des travaux qui sont différents du lettrage. Et vraiment, il y a une cohésion d'art urbain en général. Est-ce que... Non? J'en sais rien. Je pense toi qui dis. Mais... Je trouve qu'il y a vraiment un spectre assez différent, éclectique entre le graffiti, la photo, et puis vraiment plus que ce qui est street art, les personnes qui ont vraiment fait des œuvres, tu vois. En fait, moi, ce que j'ai bien aimé, c'est découvrir des choses dans la rue. Ouais. Parce que je pense que quand même le sujet dont on parle aujourd'hui, c'est des gens qui peignent dans la rue. Bien sûr. Des formes d'expression artistique qui sont différentes les unes des autres, avec des résultats différents. Le graffiti, c'est pas le street art. Des histoires différentes. Aujourd'hui, on les mixe. On a un terme qui est un peu englobant, qui est street art, puisque tout ce qui est fait dans la rue, on peut le mettre dans ce terme street art. Moi, ce qui m'a intéressé à l'époque, c'est de voir les choses sur les murs. C'est comme ça que j'ai rencontré tous ces mouvements. Ce mouvement ou ces mouvements, parce que, encore une fois, je pense que c'est pas tout à fait les mêmes. Ensuite, moi, ce qui m'a intéressé de collectionner, c'est des choses différentes. C'est des choses en dehors des canaux habituels, c'est des choses en marge, c'est des choses contestataires, c'est des choses fortes. Et c'est vraiment ça qui fait, pour moi, le lien entre tous les trucs que j'ai chez moi. Tout bêtement. Ok. Et toi, Hervé, est-ce que dans ta collection, tu as essentiellement de graffiti, ou tu as aussi, comme Emmanuel, cette idée de collectionner ce qui t'a plu dans la rue et ce qui t'a fait vibrer à un moment aussi historiquement ou voilà. Alors moi, mon parcours est un peu différent parce que je suis marchand de tableaux depuis 35 ans maintenant et j'ai commencé avec des œuvres classiques du 19e. Donc, il me reste de cette période-là des petites choses, un petit dessin de Marquet, un petit dessin de Dufy à la maison avec lequel je vis un peu en souvenir. Mais je dirais sur le graffiti, je suis essentiellement axé sur le graffiti américain des années 80. Et j'en démords pas. Voilà. C'est un engagement. En fait, c'est un engagement. C'est pas... J'aime bien d'autres choses. Voilà, des artistes comme Mystique, comme... même Jérôme Ménager, enfin des artistes français. Voilà, il y a des choses qui sont intéressantes, mais malheureusement, on ne peut pas tout faire, on peut pas tout... Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est de monter une collection la plus cohérente possible, la plus exhaustive possible, et je ne peux pas me permettre de dévier à ça. Moi, c'était un peu l'inverse, en fait. Oui. C'est ni exhaustif, ni cohérent, ni ça part un peu dans tous les sens. Mais moi, je suis marchand. C'est pour ça que c'est très intéressant d'avoir vraiment des collectionneurs différents sur le même thème, puisque voilà. et Patrick n'est pas là, mais Patrick Le Rouge va arriver. Il nous rejoint à midi, midi 10. Et en fait, lui, il a une collection qui est essentiellement basée sur l'artiste Futura 2000. Donc voilà, c'est vraiment intéressant. Chacun a ici, aime l'art urbain vraiment profondément et passionné, hein, je pense, oui, plus ou moins. Mais voilà, il y a quand même un amour qui est profond pour ce mouvement-là. Et chacun a un prisme différent. Donc toi, c'était vraiment de te focus sur les années 80. Toi, Emmanuel, c'est plus éclectique. Mais c'est quand même toujours ce goût de... Ce qui est presque aussi novateur dans une façon d'aborder la rue.
En fait, c'est difficile de mettre un mot. Ouais, c'est difficile de mettre des mots. C'est difficile de mettre des mots parce que ce qui se passe dehors, c'est pas la même chose que ce qui se passe à l'intérieur. Je pense que c'est un peu la tension et la problématique derrière tout ça. C'est quoi un artiste? C'est quoi un artiste de graffiti? C'est quoi un artiste de street art? C'est quoi un travail d'atelier? Là, le bon artiste dans la rue, c'est pas forcément le bon artiste d'atelier. On a aujourd'hui plein de gens qui sont des artistes d'atelier et qui disent qu'ils font, qui viennent du street art, qui viennent de l'art urbain, qui viennent du graffiti, qui viennent de tout ce que tu veux. Moi, je vois pas trop ça. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important pour moi. Ce qui est intéressant, c'est les bons artistes. C'est tout. Et les gens qui ont fait des choses. Et les gens qui mènent une carrière artistique, qu'elle soit dans la rue, qu'elle soit d'atelier, ou qu'elle soit les deux. Et toi, Willem, ouais, très belle. Je partage tout à fait ce. Je partage Hervé aussi. Moi, je suis un collectionneur passionné des œuvres des années 80, de par mon père. Donc, je reviens sur lui, qui est allé découvrir ce mouvement dans les années 78-79. Et voilà, il m'a transmis la passion de la collection donc, d'artistes américains, graffeurs, qui à l'époque peignaient donc les métros, les murs. Et alors, Hervé, j'ai un peu son parcours. On collectionne également des artistes comme Combas, Hervé Desrosas, donc beaucoup de figurations libres. Parce que j'ai grandi dans le sud de la France et ben, y avait Ben qui était par là-bas, chez qui on allait déjeuner certains dimanches. Voilà, je découvre ça tout petit, vers l'âge de 10 ans, ce monde artistique, de collectionneur également. Donc je les rejoins tout à fait. En tout cas, c'est magnifique de pouvoir collectionner. Ça prend du temps et surtout beaucoup de place. C'est un petit peu le souci. Voilà. C'est là où moi j'arrive. Énorme. Pour faire de la place. Et toi aussi, tu as un problème de place, je sais. C'est vrai, je témoigne de ça. Et qu'est-ce que vous répondez aux gens parce que c'est vraiment la question qui revient toujours, comment est-ce que c'est des artistes qui peignent dans la rue, parce que vous êtes tous quand même issus vous avez tous eu enfin pas toi Emmanuel, mais des galeries où vous avez vendu. Qu'est-ce que vous répondez aux gens qui vous disent mais comment collectionner un graffeur? Parce que je sais ce que vous allez vous répondre, mais je pense que c'est important d'avoir votre réponse à chacun sur ça. Parce que c'est une réponse qui est... moi, par exemple, je réponds beaucoup le prisme de l'archive. Je trouve que quand les gens me disent « Mais comment on collectionne? Est-ce qu'on collectionne un bout de mur? Est-ce qu'on collectionne... Voilà. » Et donc, forcément, c'est la question qui revient. Mais c'est normal. Cela dit, nous, on est passionnés, mais je comprends les gens qui connaissent pas forcément très bien ce mouvement et qui connaissent que Banksy ou voilà, et qui ont envie de s'intéresser. Parce que nous, on s'y connaît finalement. On est là depuis... Enfin, on aime ça depuis longtemps, mais il y a plein de gens qui ne connaissent pas bien ce mouvement-là. Et donc, c'est la question qui revient toujours, c'est comment collectionner ce mouvement. Voilà. Et moi, souvent, je parle des archives et par exemple de la photographie, des bouquins, parce que ça fait partie de la collection finalement. Les sketchbooks, les dessins préparatoires, mais aussi les procès-verbaux. Voilà, moi, je collectionne certains procès-verbaux de la RATP et je pense que c'est aussi un prisme de collection finalement. Et donc, après, il y a les tableaux, puisque les artistes ont finalement peint assez tôt. Hein, quand on voit Patti Astor, même dans les années, voilà, la fin de galerie, tout ça, au final, c'était dès les années 80, les artistes commençaient déjà à peindre sur toile. Donc, c'est pas forcément, finalement, quand on parle de post-graffiti, c'était déjà du graffiti dès la genèse, en fait, peint sur toile. Et ça, les gens, parfois, ont tendance à oublier le fait qu'en fait, il y a eu rapidement des toiles. Finalement, les artistes ont peint dans la rue, mais très vite aussi dans l'atelier, en fait. Alors oui, les premières toiles graffiti, post-graffiti, ouais. On est après le train et le mur, c'est 1974-73. Voilà. En fait, avec Snake, One, Coco. Coco, ouais. 144, pardon, Coco 144. Donc c'est une première génération de writers, de graffeurs new-yorkais qui ont la chance de passer en atelier. En fait, c'était des workshops. C'était très tôt, et cette seconde vague dont on parle plus aujourd'hui, Lady Pink, Crash, Dundee White, Bibla, c'est début 1980.
Eux, ils sortaient du train. En plus, à New York, ça coûtait cher de se faire attraper pour peigner. Donc, oui, l'atelier est venu tout naturellement aussi. Oui, donc au final, voilà, tout ce qui est d'un point de vue travail d'atelier, au final, ça a été par ricochet assez... c'est allé directement avec le mouvement. Il n'y a pas eu 15 ans qui s'est écoulé entre les deux. Et qu'est-ce que vous répondrez, vous, à quelqu'un qui a envie de commencer une collection d'art urbain en général? Alors, un néophyte? Non, tout d'abord, de bien se renseigner sur ce qu'on va acheter. Et par exemple, c'est là où toi, Chloé, tu rentres en jeu quand tu prépares tes ventes. Tu prépares notamment un catalogue où tu renseignes pour presque chaque œuvre la provenance, l'histoire de l'artiste. Voilà, on peut commencer par aller voir une vente de Chloé, se renseigner, de lire tout simplement, et après de se rapprocher de nous, galeristes. On va vous aider à ne pas vous tromper, mais d'avancer dans le bon sens, parce qu'il y a aussi dans collection, on pourrait parler, il y a de l'argent aussi. Ça peut coûter vite cher, donc il ne faut pas tout de suite se tromper, acheter trop une œuvre. Même si on a un coup de cœur, il faut bien regarder, prendre son temps. Oui, prendre son temps. Oui, puis pas hésiter à pousser la porte des galeries. Je pense que aujourd'hui, les gens pensent que c'est peut-être intimidant, que les galeristes sont là pour vendre. Pas du tout. C'est un lieu d'échange qui est malheureusement... Ouais, je dis aujourd'hui parce que dans le temps, moi, j'avais quand même beaucoup de collectionneurs qui venaient pour s'informer, pour échanger, pour me donner leurs informations, leurs idées. Bon, c'était vraiment un lieu d'échange. Et aujourd'hui, avec Internet, moi, je trouve que toutes ces plateformes qu'on ne va pas citer, voilà, c'est du click and collect. Il n'y a pas de filtre, il n'y a pas d'engagement. Sur une, je pense, il y a 18 000 artistes. C'est catastrophique, quoi. C'est vraiment un supermarché. Et au supermarché, c'est pas terrible d'habitude, hein. Donc, il vaut mieux prendre son temps et effectivement se renseigner. Il n'y a pas d'urgence à acheter tout de suite. Il faut... Et puis, je dirais, éduquer son regard, faire les expositions, comme la belle exposition qu'il y a eu à la mairie de Paris. Il y a eu l'exposition du pressionnisme à la Pinacothèque, qui était extraordinaire. Enfin, voilà, il y a quelques expositions comme ça qui marquent l'histoire. Acheter éventuellement les catalogues de ces expositions pour feuilleter et voir un petit peu ce qui a été écrémé par les institutions qui représentent le haut du panier. Et puis, je dirais presque se méfier un peu. Enfin, c'est quelque chose que moi, j'ai mis en œuvre assez vite. Se méfier de son goût. C'est-à-dire qu'on voit un truc, ça me plaît. Le coup de cœur, c'est bien, il faut que ça plaise. On ne va pas acheter un tableau, dans un premier temps, on ne va pas acheter un tableau qui ne plaît pas. Après, si, moi ça m'arrive d'acheter des tableaux qui ne me plaisent pas parce que ça complète des pans de la collection. Mais dans un premier temps, se dire, attention, ça me plaît, mais pourquoi ça me plaît ? Ça me plaît parce qu'il y a des couleurs, parce qu'il y a des ceci, parce que l'artiste, c'est le cousin de mon beau-frère, donc je veux lui faire plaisir. Oui, c'est louable comme intention, mais une collection, c'est quelque chose qui est plus réfléchi, c'est sur le long terme. On vit avec la collection. C'est pas juste une consommation instantanée. C'est vrai que c'est vraiment un accompagnement d'une vie. Et moi, je le vois quand, dans le métier, je rentre chez les gens, des collections, parfois même c'est des collections d'héritage, c'est des collections qui se transmettent, qui font partie des familles, des histoires de famille, et parfois même des histoires du lieu. Donc ouais, une collection, c'est vrai que au final, à un instant T, on va acheter quelque chose et ça va durer et ça va perdurer parfois même au travers des générations. Donc ouais, c'est vrai qu'un achat doit être réfléchi, mais parfois aussi au coup de cœur. Voilà. Après, il y a un commissaire-priseur pour vous aider à vous en séparer. Ou même la galerie. Souvent, moi, ça m'arrive souvent moi, je regrette, quand j'ai vendu des dessins de Basquiat, je regrette que les collectionneurs ne me les ramènent pas à revendre. Mais ça n'arrive pas. Justement, j'allais rebondir sur ça. Puisque je pense que c'est aussi des bonnes histoires qu'on peut se raconter là ce matin. C'est, est-ce qu'il y a des artistes comme ça ? Parce que là, on est en 2024 et forcément, il y a des artistes qui sont là autour de nous, qui vivent en ce moment et qui sont jeunes et qui vont probablement un jour être les futures stars de demain. Vous avez été à un moment où
vous avez pu collectionner certains artistes qui aujourd'hui ont une réelle cote sur le marché et qui à l'époque n'en avaient pas encore. Et justement, moi je voulais vous demander qui ont été ces artistes et est-ce que vous avez senti que vous avez été un peu à ce moment-là je veux dire, ça reste entre nous, il n'y a pas de oui, j'étais avant-gardiste, etc. Mais c'est le cas en fait. Est-ce qu'il y a eu des moments où vous vous êtes dit je crois profondément à cet artiste-là, ça va monter, ça va marcher, c'est un grand artiste et aujourd'hui, en 2024, ça l'a été? Moi, j'ai une réponse. En fin 91, j'expose John One. Eh oui. Et à l'époque... 91, hein, c'est vrai que là, c'est très tôt. Bah, c'est l'hôpital éphémère. Voilà, Agnès B, les débuts, là. Ouais, Agnès B était là. Moi, je travaillais dans une galerie qui s'appelait la galerie Michel Gillet, dans le 7e arrondissement. Et mon partenaire, lui, il était donc plus figuration libre. Et puis, il me dit, voilà, toi, je sais que tu aimes le post-graffiti, propose-moi des artistes. Et à cette époque-là, c'était l'hôpital éphémère, où il y avait des artistes comme A1 et d'autres qui travaillaient. Sharp, Aaron Sharp, Woodstone. Et je me retrouve là-dedans. Et John travaillait. Il n'avait pas encore fait... Bon, il avait fait une groupe show chez Agnès B en 89, si je ne me trompe pas. Et puis, du coup, je l'ai signé. Je dis, viens, on travaille ensemble. Et puis, les 5 premières années étaient plutôt difficiles. Mais après, ça fonctionnait plus facilement. Donc, avec John, ça fait 30 ans qu'on travaille ensemble. Donc oui, je peux être fier. On est fiers, moi et John, et on est fiers encore de travailler ensemble aujourd'hui. Est-ce que tu te souviens du prix des premières toiles que tu as vendues? Ah oui. Alors, on veut bien savoir. On était... alors, c'était en francs français. À peu près en euros. Oui. Donc, Oui. ça va aller. On vendait, c'était entre 15 et 20 000 francs français, donc on va dire 3 000 euros, entre 2 3 000, 4 000 euros, mais pour des gros formats qu'on retrouve aujourd'hui. Ok, parce que j'allais dire quand même 3 000 euros, c'est aujourd'hui, quand on expose un artiste jeune, c'est prix normal, mais à l'époque, c'était totalement différent, et on avait du mal à les vendre. Mais aujourd'hui, un tableau acheté 20 000 francs, 3 000 euros, aujourd'hui, il vaut 70, 100 000. Donc voilà, il faut toujours... Il n'y a pas d'avant-gardisme, mais moi j'ai toujours cru en John et d'autres artistes, mais qui étaient déjà lancés sur le marché américain, comme Crash, comme Days. Voilà. Et donc, je poserai une autre question après, parce que sinon on va s'éloigner. J'avais parlé du marché américain, mais on y reviendra tout à l'heure. Et donc, et toi Hervé? Moi, sur le graffiti pur, bon, ça fait 10-12 ans, donc on ne peut pas dire que les prix est tellement... tout a monté un peu dans les mêmes proportions, là, l'ensemble du mouvement. Donc on ne peut pas dire vraiment, il y a un artiste qui il y a Dondi quand même qui est passé vraiment au-dessus des autres, et puis Futura aussi. Hein, Ramelzi aussi, voilà. Ouais, c'est les trois. Oui, non, mais c'est ça, Ramelzi, Dondi et Futura, tu les as collectionnés très tôt et ils étaient accessibles? Tu pouvais te les payer comme ça? Non, ça remonte pas à si longtemps. Hein, j'ai plus les dates en tête, mais il y a 10 ans, quoi. Ouais, ok. Il y a 10 ans. Et c'était déjà plus accessible qu'aujourd'hui? Un Dondi qui vaut maintenant 150, 180 000, hein, c'est à peu près... Une peinture, ouais. Ça va aller 20, 25 000. Ouais. Mais moi, ça, autant les deux autres, je les ai pas achetés. Ramelzi, j'aime moins parce que c'est abstrait. Je suis très figuratif. Et Futura, il y a beaucoup de tableaux, donc je me suis dit, il sera toujours temps d'en acheter. Ouais. Alors que donc, comme quoi, il y a très peu d'œuvres, donc j'ai eu la chance de pouvoir en acheter quelques-uns. Et à chaque fois, j'ai sauté le pas en me disant, c'est rare, là, il faut pas les louper parce qu'il en passe pas tous les ans. Ouais, bien sûr. Et toi, Emmanuel? Ouais, je vais faire quelques commentaires sur tout ce qui vient d'être dit. Bien sûr, c'est it's a talk show. Premier commentaire, c'est pourquoi on collectionne et comment on collectionne et qu'est-ce qu'on a envie de collectionner. Alors, ce mouvement-là, c'était ta question d'il y a 10 minutes, il y a plein de manières de faire. La question qu'on se pose au départ, c'est qu'est-ce qu'on veut faire? On aime le graffiti, on aime le street art. Bon, il n'y a pas besoin de le collectionner.
Le premier rapport qu'on a à ce mouvement-là, moi je pense qu'il faut toujours rappeler ça, c'est on se promène dans les rues et on envoie. Et on va à sa rencontre ou il vient à notre rencontre. On parle de peinture sur train ou sur métro. On prend la ligne 12 à Paris, on a pas mal de chances de voir encore aujourd'hui des gens qui peignent sur des métros. En ce moment, il y a une... Je pense qu'on parle de... La foire ici, c'est Urban Art, on parle d'art urbain. L'art urbain, il n'est pas sur le mur de mon appartement. Donc, la vraie question à se poser, c'est est-ce que ça a du sens et comment on collectionne le graffiti. La première manière de le faire, c'est de le voir dans la rue. Parce qu'une pratique qui est censée être une pratique de rue, qui n'est pas dans la rue, pour moi, il y a erreur sur la pratique ou sur le produit. Donc, quand on veut collectionner, qu'on s'apprête à acheter une œuvre d'un artiste qui est exposée sur les 6 messes d'une galerie, s'il est labellisé street art, graffiti, post-graffiti, urban art, tout ce qu'on veut, il faut qu'il ait une pratique dans la rue, passée ou actuelle. C'est quand même le premier truc. Oui. Ensuite, il y a plein de manières de témoigner de cette pratique-là. Il y a des films, il y a de la documentation, il y a des livres, il y a des croquis préparatoires. Il y a plein de choses qui permettent de rendre compte de ce que c'est que cette pratique. Parce qu'il y a plein d'artistes de ce mouvement-là qui considèrent que la peinture sur le mur, le résultat de tout ce qu'ils ont fait avant, c'est pas forcément ça le plus intéressant. Donc, collectionner le graffiti, c'est aussi témoigner de ce que c'est. Témoigner de ce que c'est le photographier, le filmer, en rendre compte, le représenter. La pratique d'atelier, la galerie et le marché de l'art derrière, c'est autre chose. C'est quelque chose qui est venu après, c'est-à-dire pour ça qu'on a forgé le terme que tu employais tout à l'heure, qui est post-graffiti. Je trouve un très très joli terme et qui reflète bien de quoi on parle. Donc aller à la rencontre des artistes, c'est d'abord savoir si l'artiste qui nous intéresse, il peint dans la rue ou il peint pas dans la rue. S'il peint pas dans la rue, on parle d'autre chose. Ensuite, là vous évoquez des artistes qui sont des artistes qu'on adore tous, John, Ramelzi, Dondi, qui sont pour des raisons différentes de grands artistes de ce mouvement ou issus de ce mouvement. Je ne pense pas qu'on connaisse énormément de peintures de Ramelzi dans la rue, par exemple. Enfin, moi, j'en connais pas, en tout cas. Il n'y en a pas eu. Voilà. Donc, c'est vrai. C'est une très, très bonne remarque. C'est quand même intéressant de le... Ouais, et pourtant, il a écrit un manifeste sur le graffiti. Dondi, c'est un des immenses artistes de ce mouvement qui a eu une pratique hallucinante sur les métros de New York, une pratique dessinée hallucinante, et ensuite de ça, une pratique sur toile dingue. Vraiment, c'est quelqu'un qui a su conjuguer tout ça et passer de l'un à l'autre. Et le bouquin, moi j'aime beaucoup les livres, le livre qui a été fait sur lui par son frère témoigne de ça. C'est-à-dire qu'il met en parallèle les croquis préparatoires aux peintures sur les métros, les peintures sur les métros, ensuite la peinture d'atelier. Donc on voit une progression absolument incontestable, géniale, formidable de l'artiste. Après, il y a plein d'autres artistes. Et je pense que les premiers artistes dont on devrait parler, c'est ceux qui, d'une pratique dans la rue, puis d'une pratique d'atelier, parfois en parallèle, sont sortis sur le marché de l'art. Quand je dis marché de l'art, ce n'est pas le marché de l'art urbain, c'est le marché de l'art contemporain. Pour moi, historiquement, le premier d'entre eux, c'est Barry Maggie. C'est vrai qu'il a fait un Je peux d'autant plus en parler que je n'ai pas de peinture de Barry Maggie chez moi. Donc, c'est vrai. J'ai pas de problème. Twist. Qui a une pratique à San Francisco, dans la Bay Area, de tag totalement dingue, enfin, voilà, et qui a aussi développé une pratique d'atelier en parallèle, en marge de ça, qui est sortie sur le marché de l'art contemporain avant tout le monde. Après, il y a Cause. Cause, bien sûr. Les grands artistes, ceux qui comptent aujourd'hui, ce pas des artistes qui sont morts, c'est des artistes qui peignent encore. C'est des artistes dont la pratique artistique continue de se développer tous les jours et qui est enrichie tous les jours. John. Pour moi, John, c'est un des grands artistes de ce mouvement parce qu'il a une peinture sur train. D'abord parce que sa peinture sur train, sur métro existe. Ensuite parce qu'elle est top. Elle apporte quelque chose.
et qu'ensuite, il va développer une pratique d'atelier, une pratique dans la rue, toujours, mais une pratique d'atelier qui met une claque. Et je trouve que c'est très intéressant de faire la distinction aussi entre les artistes vivants et morts. Et finalement, on a, comme toujours, envie de se dire, bon, bah, tous les artistes qui sont décédés, ils ont plus d'importance. Enfin, pas plus d'importance, non, mais voilà, sur le marché de l'art, parce qu'aussi, ça monte en flèche quand une personne... Voilà, c'est ce qui se passe très souvent. Tu disais Banksy tout à l'heure, tout le monde connaît Banksy. Oui, bien sûr. Bah, oui, mais tout le monde connaît Banksy, il y a une raison pour ça. Bien sûr, et ça fait partie des le fameux top 5 des... Oui, mais pourquoi ça fait partie du top 5 ? Parce que la pratique du top, je ne sais pas combien, mais en tout cas, la pratique dans la rue du street artiste Banksy, qui est quelqu'un qui a commencé au départ par peindre des lettres, du graffiti classique nord-américain, et puis qui un jour s'est dit ouais, je suis pas très bon à ça, tiens, je vais faire des pochoirs, et qui a une pratique de pochoirs totalement singulière, très différente de beaucoup d'autres, parce que le mec a fait ce qu'il fallait dans la rue, et c'est d'ailleurs c'est comme ça qu'on l'a vu. Et puis plus les années ont avancé, plus sa pratique dans la rue s'est transformée en quelque chose de totalement incroyable. Je veux dire, aller peindre le mur de séparation entre Israël et la Palestine, faire Dismaland, qui est quand même la plus grosse installation jamais faite dans la rue, aller faire cette espèce qu'il appelait sa résidence à New York, où tous les jours il faisait un nouveau truc. Je veux dire, est-ce qu'il y a beaucoup d'artistes de street art, parce que là on parle de street art, qui peuvent revendiquer une telle présence? Ben non, il n'y en a pas. C'est vrai que finalement, le tour en fait, entre la rue, la pratique dans la rue et l'atelier est très importante. Et je pense que c'est ça aussi qui les distingue d'artistes qui finalement se mettent à faire que de la toile et à faire qu'une pratique d'atelier. Et c'est pour ça aussi que les très très grands continuent à être présents, même je pense au streetwear, à plein d'autres façons différentes de pouvoir pratiquer. Cause aujourd'hui, il fait des sculptures de 15 mètres de haut, en bois, en vinyle, en bronze, qui sont installées dans des parcs, dans des musées outdoor. Voilà, ça, c'est... Et on sort d'un, je dirais, petit milieu de l'art urbain qui, moi, parfois me dérange, pour montrer une œuvre qui a sa place. Dans l'art contemporain. Ben ouais, dans les plus grands musées du monde. Bien sûr. Bien sûr. Et pour revenir à ce côté collection sur le musée, et je pense que ça, on est tous d'accord pour le dire, pourquoi est-ce que vous pensez que les institutions prennent autant de temps, en France notamment, à avoir au sein de leur collection permanente des œuvres Parce que c'est difficile à comprendre. Parce qu'il faut raconter l'histoire. Ou trop facile. C'est-à-dire qu'un conservateur de musée exposer les artistes dont on parle, c'est des artistes qui tout de suite parlent au public. On le voit bien, on montre ça. Alors qu'un conservateur de musée, il aime bien faire sa carrière, il aime bien lui-même trouver des nouveaux artistes. Ça, c'est des artistes qui sont déjà sur le marché, qui existent déjà depuis 40 ans maintenant. Même plus, 50 ans. Donc, on fait une expo à Beaubourg de ça. On en rêve tous. je pense. Mais le conservateur qui prendrait le risque, entre guillemets, de faire ça, il va se faire... c'est pas nouveau, qu'est-ce que t'apportes ? Il n'y a pas cet effet... C'est pas nouveau et c'est un mouvement qui vit toujours. Dans les musées, on voit des mouvements qui sont... Les artistes sont tous décédés, donc c'est facile, on se concentre sur un mouvement, on fait un livre, des catalogues. Mais ça fait 40 ans que le mouvement est là, donc c'est pas facile pour les... Alors qu'il y a un musée de côté éducation quand même. Aller dedans, quoi. En fait, je pense que c'est difficile parce qu'effectivement, il faut comprendre, il faut apprendre l'histoire. L'histoire, c'est une histoire qui s'écrit encore tous les jours. Et c'est une histoire qu'on découvre tous les jours. Et c'est vraiment... La discussion tout à l'heure, moi, je trouvais ça intéressant. Tu dis premières expos dans les années 80, William dit premières expos dans les années 70. Ben, en fait, ça, c'est des trucs qu'on redécouvre au fur et à mesure. 74, première. Ouais, Razor Gallery. Le premier livre
Nous, on a tous découvert les premiers bouquins dans les années 80 ou dans les années 90. Moi, quand j'ai lu mes premiers bouquins de graffiti, c'était dans les années 90. C'était par une exposition muséale qui était Coming from the Subway. Somme incroyable sur le sujet, artistiquement et historiquement. Et puis, plus on avance, plus on découvre qu'il y a eu des choses avant. The Face of Graffiti. Voilà. Et c'est tout comme ça. Et un jour, quelqu'un trouve une série de photos dans une boîte qui n'a pas été ouverte pendant 30 ans. Et on se rend compte qu'un photographe a fait des photos à New York dans les années 70 ou qu'un photographe a fait des photos à Los Angeles dans les années 30. Et on a encore une autre forme de graffiti qui sort. Donc c'est difficile de faire le lien entre tout ça et de raconter cette histoire-là. Et il y a un deuxième point qui, moi, je pense, est compliqué et qui empêche un peu d'avoir ce recul-là, c'est la compétition. Personne n'est d'accord. C'est vrai. Ça, c'est vrai. Dans le graffiti. Ouais. Et peut-être parce que justement... Mais ça, c'est vrai. C'est vrai que par rapport... groupes sont en compétition. Bien sûr, il n'y a pas de manifeste, il n'y a pas de grand critique d'art qui a permis de sceller tout ça, comme le nouveau réalisme avec, par exemple, tous ces artistes qui se sont retrouvés autour d'un manifeste, un grand critique d'art, Pierre Restani, qui vient pour dire, voilà, c'est les nouveaux réalistes, il n'y a pas de... Ah, voilà, The last friends of the talk. Voilà, c'est l'entrée fracassante. Voilà, je vous présente monsieur Patrick Le Rouge. Voilà. Bienvenue Patrick. Et merci beaucoup d'être là avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Donc Patrick Le Rouge, dont je vous parlais tout à l'heure, qui est collectionneur de l'artiste Futura 2000, qui a une très très grande collection de l'artiste Futura 2000. Et donc, Ah bah voilà, c'est le tour de micro. Merci beaucoup. Hervé, merci beaucoup. Et vous pouvez retrouver Hervé sur le stand de Graffiti & Co, qui représente l'artiste Lady Pink. Voilà. Merci beaucoup. Qui part un mur aujourd'hui ? À Oberkampf. Au mur. Oh, voilà. Voilà, elle pratique, voilà. Dont on en parlait tout à l'heure. Ah, mais le mur. Oui, le mur, c'est vrai que là, c'est... Donc, ça m'a... Où on est tourné ? L'art au musée. Voilà, l'art au musée, oui. Voilà, donc, par exemple, un artiste comme Futura 2000 a toute sa place, je pense, dans une institution comme Beaubourg. Oui. Il vient d'arriver. On parlait, donc chacun a vraiment parlé de ses collections, des artistes, de certains artistes qu'il faut collectionner, pourquoi collectionner. Et donc là, on parlait des institutions et de la question, c'était pourquoi les institutions, finalement, peinent et freinent vraiment à intégrer des œuvres de graffiti dans leur collection. Alors, en fait... Mais tout simplement parce que les institutions arrivent un peu tard et en même temps c'est un petit peu dans l'ADN du mouvement où au départ on est dans un mouvement un peu rebelle où on est anti-système, où on fait sa vie et on est hors code et forcément c'est très très compliqué pour les institutions qui ont besoin jusqu'à maintenant qui avaient besoin de comprendre un courant, de voir où ça allait, d'avoir... Voilà, le comprendre. Et là, on a quelque chose qui vient de la rue. C'est tout nouveau, quoi. Donc forcément, les institutions n'ont pas pu comprendre et n'ont pas acheté. Les conservateurs, globalement, aussi bien aux États-Unis qu'en Asie, qu'en France, qu'en Europe, qu'à Paris, il y a 20 ans, donc dans les années 80, et encore il y a tout juste 20 ans, donc c'est-à-dire, c'est hier, il y a 20 ans, c'était en 2000. En 2000, c'était déjà... Et curieusement, il y a 20 ans, parce que vous êtes là on se connaît très bien, il y a 20 ans, curieusement, le graffiti, le street art, c'était encore un truc de Zoulou, un peu bizarre, pas du tout reconnu, alors qu'il y a 20 ans, c'était hier. Alors que nous, qui étions un peu dessus, on voyait bien que non, on était sur quelque chose de sérieux. Le problème, c'est que quand c'est devenu, ça a fini par la force des choses, être là et vraiment là, et les prix sont plus du tout les mêmes. On parle des artistes importants. Et ça pose forcément un problème parce que quand on est conservateur d'un musée, où donc le job, c'est un peu d'acheter et de faire des choix, et on a un budget, donc
on est là pour réfléchir et anticiper et acheter. Eh ben, comment on fait vis-à-vis de son patron, des institutions? Bon, ça serait bien, en fait, là, on n'a plus le choix, parce qu'on en parle vraiment partout. Donc, ça a rendu la chose un peu compliquée. Mais à un moment donné, on n'a plus le choix. Et aujourd'hui, on en est là. C'est qu'aujourd'hui, il n'y a plus le choix, parce que c'est vraiment, on ne peut pas passer à côté. C'est incontournable. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est incontournable. Et donc, les musées, ça y est, tous les musées achètent. Certainement lu dans la presse. Beaubourg a débloqué des fonds et donc achète des œuvres, sélectionne des œuvres, achète des œuvres. Et en France, dans les différents musées, Rennes, Marseille, Nancy, tout le monde est dessus. Et aux États-Unis, ils ont un petit train de retard, mais c'est normal, c'était pareil pour le jazz. Mais ça arrive aussi. Donc, en fait, voilà, pour les institutions, on y est maintenant. Il y a 5 ans, on n'aurait pas pu dire la même chose. Il y a 5 ans, curieusement, ce n'était pas le cas. Aujourd'hui, c'est parti. Après, il y a quand même toujours, je suis d'accord avec tout ce que tu dis, après, il y a quand même toujours eu des institutions qui ont essayé de faire quelque chose. On parle des galeries. Il y a des galeries qui ont toujours été là depuis le début. Il y a aussi quelques institutions qui ont fait des choses et l'histoire de toute cette histoire-là, elle est rythmée par des expositions, quelques expositions institutionnelles. On parlait de Groningen. Il y a eu quand même Musée national des monuments français à Paris, artistes américains et français. Je veux dire, c'est quand même comme institution, c'est déjà pas mal. On a eu la Fondation Cartier il n'y a pas très longtemps. On a le MUCEM Achète pour le coup, parce qu'il y a une différence entre exposition, c'est vraiment l'achat finalement de collection. D'accord, mais constitue une collection. Le MUCEM, ancien musée national. Là, vraiment, ils collectionnent. Des arts et traditions populaires, donc pas musée d'art, mais musée d'ethnologie française, qui est devenu le MUCEM aujourd'hui à Marseille. Quand même la première institution nationale qui s'est lancée il y a beaucoup d'années maintenant dans une campagne de collecte d'objets, pas de peinture, autour du mouvement. Ghetto Blaster, ouais, voilà. bien sûr. Donc c'est un musée ethnologique, c'est pas un musée artistique, donc le prisme n'est pas du tout le même, mais c'est néanmoins un prisme important. Le MUCEM a fait des expositions régulièrement et a un fond extrêmement important. Donc moi, je suis absolument d'accord pour dire qu'il nous manque toujours la grande exposition qui serait dans un grand musée d'art contemporain, mais à la décharge des gens qui vont s'atteler à l'organiser, aux commissaires d'exposition qui vont s'atteler à l'organiser, il y a un peu de boulot quand même. Hein. Non, exactement. C'est que jusqu'à maintenant, on était quand même dans des petites en gros, quand même des expositions des gens qui croyaient, comme Marseille, à droite, à gauche, on avait des très belles quartiers il y a une dizaine d'années, des gens comme ça. Mais justement, ça restait un peu timide, un peu, bon, voilà, c'est qu'on a des gens qui, forcément, étaient clairvoyants et étaient dessus. Mais là, on est passé à autre chose. Là, maintenant, on passe à autre chose. C'est que c'est massif, c'est plus timide. Voilà, tu as le conservateur, le directeur du musée, du MUCEM ou autre, qui dit, bon, non, d'ailleurs, le Groningen, il y a une vingtaine d'années comme ça aux Pays-Bas. Là, c'est fini. Là, maintenant, on passe enfin au niveau supérieur où les institutions qui peuvent être le MAB, qui peuvent être Beaubourg, qui peuvent être après la France, qui sont dessus. Et d'ailleurs, on voit bien, cet été, il y a le musée des arts à Nancy, comment il s'appelle le musée des beaux-arts de Nancy, qui fait une très très belle qui prépare une très très belle exposition. Ensuite, il y a le musée des beaux-arts de Rennes, ou je sais quel, qui enchaîne. Donc voilà, c'est parti on est parti dans une autre dynamique qui est plus parsemée par des gens qui ont compris. Et c'est là où c'est là où c'est agréable et sympa, parce qu'il y a vraiment, je pense que si vous êtes là, c'est que vous êtes convaincus, il y a vraiment des talents exceptionnels. De la même façon qu'il y a aussi
plein de choses qui sont pas bonnes. Ils sont du travail de graphiste. Mais il manque une critique d'art. allez, hein. Il manque, Voilà. c'est vrai. Mais ça pourrait être encore un autre colloque, un autre débat. Mais c'est vrai que c'est intéressant dans ce moment-là, c'est qu'au-delà du fait qu'il ait plus de 50 ans, il n'y a pas vraiment d'écuyer à l'intérieur d'un même mouvement, le graffiti et le street art, qui créent l'art urbain. Il n'y a pas vraiment eu de critique d'art ou de tout ça. Donc en fait, forcément, chacun a pu devenir quelque part artiste d'art urbain, de street art et tout, parce qu'il n'y avait pas de... Il y a eu des crews, il y a eu des appartenances, mais ça, c'était au sein même de groupes. Donc, il n'y a pas vraiment... C'est pour ça que c'est aujourd'hui aussi éclectique et que pour le collectionneur néophyte, c'est très difficile de pouvoir rentrer dans ce milieu en collectionnant comme ça, en étant bien conseillé. Et c'est pour ça que tout à l'heure, on conseillait voilà, de bien se renseigner sur les livres et sur l'histoire même du mouvement, puisqu'au final, c'est comme ça qu'une belle collection peut vraiment avoir un joli fil rouge. Tout à fait d'accord. Et de venir aussi visiter les galeries d'art qui proposent Bien sûr. les artistes issus du mouvement. Peu importe. C'est bonne, je suis C'est d'accord. bonne. On apprend tous les jours en visitant les galeries, les salons d'art. Comme, Bien sûr, Urban Art Fest, si. bien sûr, et c'est un prisme qui est très... je me redis, les maisons de vente, voilà, venez, ouvrez les... Allez-y, n'ayez pas peur, on est Ouais. très gentils. On vous accueille. Et on est là pour apprendre tous ensemble. Ouais, bien sûr. Et pour continuer à apprendre, bien sûr. Sauf si je peux me permettre, on gagne du temps quand on apprend avec les bonnes personnes. Ouais, c'est vrai. Et Ouais. par exemple, si on peut faire un parallèle avec le vin, on apprécie le vin parce que, en fait, avec le temps, bon, selon les compétences, selon ses papilles, selon sa culture, mais le vin, on va l'apprécier parce que on aura bu plein de vins différents, dégusté plein de vins différents. Et en fait, avec le temps, on va affiner parce que la mémoire va comprendre les différents arômes, ce qu'on peut faire, comment ça va. Et donc, avec le temps, en ayant dégusté plein de vins, on va comprendre où il faut aller avec le temps. Mais en fait, finalement, le vin, pareil, si vous dégustez rapidement juste une sélection que de bons vins, en fait, vous allez comprendre tout de suite ce que c'est qu'un bon vin, un grand vin. Et vous gagnez 10 ans de dégustation, des foires au vin, je ne sais pas trop quoi, lesquels. Bon, voilà. Bon, et je sais pas, c'est une petite un peu improvisée. Voilà, on a bien compris. Mais en même temps, elle parle un petit peu. Non, mais c'est vrai. Et donc, oui, bien sûr, allez dans les galeries, allez dans les foires, découvrez, parce que... Mais il y a tellement d'offres que, aussi, moi, je pense quand même qu'aujourd'hui, c'était pas le cas il y a 20 ans. Il y a 20 ans, effectivement, il y avait une galerie, il y avait notre ami qui était là, par exemple. Mais quand même, pour gagner du temps, autant, ce que tu disais, lire, se renseigner, apprendre, les bouquins. Et ensuite, aller voir les bonnes galeries, les bonnes foires, les bonnes personnes, parler avec les bonnes personnes. Voilà. Et aller voir les mauvaises galeries, peut-être, pour comprendre. Oui, tu perds ton temps. Et toi, Patrick, pour revenir un peu à ton histoire, à quel moment, du coup, tu es un collectionneur qui collectionne que presque essentiellement, d'ailleurs, Futura 2000. Est-ce que tu as d'autres choses que Futura 2000 dans ta collection? Ça, c'est une vraie question. Non, alors c'est pareil, ça pourrait faire l'objet d'une autre conférence, parce que ça pourrait, ça se discute, et on pourrait être challengé sur cette approche de collectionner. Non, je collectionne d'autres artistes, mais tout simplement, mes moyens sont mes moyens, et donc j'ai dû tout simplement arbitrer, c'est tout. Enfin, c'est qu'à un moment donné, t'es obligé d'arbitrer, c'est tout. Mais sinon, non, je collectionne du Tondi, j'ai quelques petits Crash, des choses comme ça, des Invader, j'ai plein de choses, des Blade, des Quick, j'ai plein de choses, mais à un moment donné, on a obligé d'arbitrer parce que j'ai pas de photocopieuse pour imprimer les billets de banque. Bon, du coup, on a obligé de faire des choix, et quand on est collectionneur, on est un peu particulier là-dessus. Chacun, je vois de votre prisme différent, parce que collectionner, être collectionneur, c'est vraiment... Enfin, il y a un commissaire-priseur qui s'appelle Maurice Reims qui a écrit un livre qui est très très beau sur le collectionneur, et donc qui parle des animaux, par exemple, qui collectionnent. Il y a des animaux qui vont collectionner plein de petits objets de la forêt, plein de petites choses différentes. Et en fait, la collection,
c'est collectionner, c'est chacun a sa propre vision de sa collection et sa propre façon de collectionner. Et c'est très intéressant parce que vous, au travers du sujet qui est de l'art urbain et de votre amour pour ce mouvement-là, vous avez chacun votre vision et votre façon de collectionner. Et c'est très intéressant de voir, voilà, une façon qui est très éclectique, une façon qui va être très historique, même presque familiale aussi, mais une approche qui est assez muséale, je trouve, dans le sens où c'est très historique. Donc, c'est de l'archive des débuts. Et une collection qui va être assez, finalement, axée sur, bien évidemment, le graffiti, mais un seul artiste. Et pourquoi alors Futura 2000 ? Pourquoi choisir celui-ci plus qu'un autre ? En fait, déjà, pourquoi un seul artiste ? Moi, déjà, je considère que, en fait, moi, c'est à contre-courant, on va dire, c'est pas ce que ça se fait pas, mais à l'inverse, moi, je comprends pas les gens qui collectionnent plein d'artistes. De la même façon que normalement, 99% des gens vont pas comprendre, mais pourquoi un seul artiste ? C'est pas normal, t'es pas collectionneur, ou t'es pas, je sais pas, t'es monomaniaque, tout ce qu'on veut. Et inversement, moi, les gens qui collectionnent des différents artistes, je les comprends pas, je comprends pas ce qu'ils font, parce que c'est pas possible. En fait, un artiste, c'est toute une vie. Un seul artiste, c'est toute une vie. C'est pas un petit artiste du coin qui fait des trucs sympas, mais pas un immense artiste, Picasso, ou je sais pas, n'importe lequel, quoi, un artiste assez immense. Donc moi, je comprends pas comment on peut collectionner plusieurs artistes, parce que, en fait, un artiste, c'est plus qu'une toile. Normalement, c'est plein de périodes différentes, c'est des remises en question, c'est une personnalité. Et donc, je ne vois pas comment on peut collectionner, parce que c'est ce qu'on fait normalement, c'est qu'on collectionne, en général, c'est un peu un tableau de chasse. Voilà, parce que globalement, je vais un peu être... C'est que moi, à l'inverse, je trouve que les collectionneurs sont plus... les autres collectionneurs, pas comme moi, cherchent le tableau de chasse, c'est-à-dire qu'ils cherchent à avoir un tableau important de chaque artiste. Et moi, cette démarche-là, je la comprends pas. C'est un peu comme les mecs qui cherchent à avoir un tableau de chasse des filles, de cette fée, plusieurs femmes. Bon, voilà. Donc, ouais, parce que finalement... Donc, non, c'est curieux parce que... donc, moi d'avoir un seul artiste, on a toujours tendance à dire c'est un peu bizarre et tout ça, mais à l'inverse, moi, c'est encore plus bizarre d'avoir plusieurs artistes, puisque, en fait, un bon artiste, il faut beaucoup de disponibilité intellectuelle et du temps pour l'apprécier. Donc, je vois pas comment, quand on collectionne et qu'on a une quinzaine de différents artistes dans sa collection, où c'est génial parce que c'est magnifique, parce que c'est un panorama, c'est très beau, c'est un panorama complet d'un mouvement. Normalement, c'est un peu le but. Mais en fait, c'est artificiel, puisque en fait, c'est vu comme un panorama, comme un tableau de chasse, mais on ne va pas en profondeur dans chaque artiste. Donc, donc je ne comprends pas le truc. Donc, moi, en fait, je pourrais sortir de Futura, mais il me faudrait 3-4 autres vies pour pouvoir rentrer sur les autres artistes. Par exemple, Dondi, dont je suis fan absolu, mais Dondi, c'est pareil, il me faut une autre vie pour avoir d'autres moyens, une autre vie pour apprécier Dondi. Alors, je te comprends. C'est super important. Moi, toi, tu es sur Futura, moi, je suis 10 artistes du mouvement, comme tu fais, toi, juste pour Futura, tu le sais. J'ai des œuvres de leur début de carrière jusqu'à ceux qui sont vivants encore. Il y aura un autre, mais je parle de l'art d'un artiste en général. Mais donc, voilà, il y a façon de collectionner. Moi, il y en a 15, comme ça, je suis sur eux, comme toi sur Futura. Et je veux toutes les périodes, toutes les toiles de ces artistes-là, jusqu'à leur mort aujourd'hui. Et il y en a encore qui sont vivants. Donc, récemment, j'ai encore acheté des œuvres de Crash. J'en ai beaucoup, mais j'ai la première œuvre de Crash et la dernière que j'ai eue il y a une semaine. C'est là où je ne te rejoins pas. Ouais, voilà. Mais c'est un choix. J'en ai beaucoup. Parce que je suis passionné. Ouais. Et tu sais très bien que je prête... Non, mais bon, toi, t'es un petit peu un quart, parce que... Oui. En fait... T'es un petit peu hors norme parce que forcément t'es une des personnes. Non, mais t'es pas un collectionneur lambda. T'es un collectionneur. Là, on parle en général. Bien sûr, mais je voulais te rejoindre. Oui, non, bien sûr.
Mais après, moi, ce que j'ai dit, ça ne regarde que moi parce que j'encourage pas forcément les gens à faire ça, mais c'est juste pour expliquer ma démarche. Voilà, c'est une façon de voir, c'est une façon de collectionner qui est propre à. Ouais. Et puis, on en revient toujours à la même question, c'est quoi collectionner? Pourquoi on fait ça? Alors, et un des trucs qui est sorti là, de cette discussion ce matin, c'est où est le soutien de l'institution? Pourquoi l'institution ne fait pas une grande exposition sur le graffiti? Pourquoi le musée ne fait pas ça? Les musées sont quand même nés des collections privées, de cabinets de curiosité. Enfin, il faut aussi mettre l'histoire dans le sens. C'est quoi une collection? Ça sert à quoi? Pourquoi on collectionne les tabatières ou pourquoi on collectionne de la peinture? On collectionne pour témoigner de quelque chose. Bon, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir chez moi un petit bout des choses que j'aime. Sur le cabinet, moi, ce qui m'intéresse, c'est le monde qui m'entoure. Le monde qui m'entoure, c'est pas un seul artiste. Le monde qui m'entoure, c'est des livres, des films, des pratiques, c'est beaucoup de trucs. Donc, j'ai une bibliothèque. Dans ma bibliothèque, il n'y a pas juste un seul auteur. En fait, il y en a plein. Parce que c'est ça qui m'enrichit. La peinture, c'est la même chose. J'ai pas les moyens de collectionner 15 peintures de tel artiste. Il y a même des artistes dont je n'ai pas les moyens de collectionner une peinture. J'ai envie d'avoir un Basquiat chez moi, ça va être un peu compliqué là, demain. Peut-être ça viendra un jour, j'en sais rien, mais c'est pas le point. Le point n'est vraiment pas là pour moi. Le point, c'est à quoi ça sert et pourquoi on accumule autant de choses. Moi, ma réponse à ça, c'est moi, j'accumule des choses autour de moi parce que je préfère les avoir chez moi qu'aller les voir au musée. Parce que j'ai pas le temps d'aller au musée tous les jours pour voir les artistes que j'aime. J'ai envie de m'entourer d'un certain nombre d'œuvres et j'ai envie de témoigner par les gens qui passent chez moi, les gens avec qui je parle et tout, des choses que j'aime. C'est tout bête. Et là, on parle d'art urbain ce matin, mais il y a plein d'autres choses dans la vie qui animent des gens qui ont des collections variées. Je veux dire, marier des époques, des artistes, des pratiques les unes avec les autres. Enfin, moi, c'est ça qui m'anime tous les jours. Pourquoi? Parce que ça témoigne de la richesse du monde. C'est tout bête. C'est un spectre, bien sûr. Et le côté cabinet de curiosité va très bien avec ça, parce que finalement, c'est les premières collections qu'on voit au début de la Renaissance. C'est vraiment ça, cette idée de avoir dans un petit Kundestammer, c'est vraiment un petit cabinet comme ça en bois, un petit bout de corail, un petit bout de tout ce qui est exotique et de tout ce qui représente l'enrichissement et l'ailleurs. Par ailleurs, juste pour ajouter à ça, qu'est-ce qui témoigne le plus du mouvement dont on parle aujourd'hui? Est-ce que c'est une grande peinture qui a été réalisée en atelier par quelqu'un qui est mort ou par quelqu'un qui peint plus dans la rue? Ou est-ce que c'est un petit bout de papier grand comme ça, qui est un croquis préparatoire qu'il a fait d'une sortie avant d'aller peindre un train? Qu'est-ce qui raconte le mieux cette histoire de la peinture dans la rue? Parce que là, on parle de marché, on est dans une foire. Encore une fois, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, sauf qu'on parle d'accrocher au mur des pratiques de rue. Donc, si on est logique avec nous-mêmes et qu'on apprécie ce mouvement, on n'achète rien en fait. On collectionne des photographies. De la photographie, ouais. En fait, ça dépend des artistes. Parce qu'en fait, il y a des artistes, de mon point de vue, il y a effectivement des artistes qui n'existent, qui ne peuvent qu'exister dans la pure démarche d'être sur un mur dans la rue. Mais dans l'art urbain, il n'y a pas que ça. Il y a des artistes, justement, où, quel que soit le support, ils ont besoin de s'exprimer, ils vont s'exprimer. Et ça peut être effectivement, pour différentes raisons, ça va commencer dans la rue. Mais après, ça va être sur de la toile, ça va être sur un mannequin, une chaise, des toys, justement. Voilà. Donc, en fait, ça dépend un petit peu des artistes. C'est là où c'est un art, une discipline qui est un peu compliquée à appréhender quand on connaît pas, parce que il y a de tout, puisque c'est pas encadré. Il y a de tout comme dans l'art. Je veux dire, des peintures murales, je pense qu'il y en a eu avant l'invention de la bombe de peinture. Des estampes, il y en a eu avant que soit créé Pictures on Walls à Londres.
et des sculptures, même des éditions. Il y en a eu avant qu'on fasse des sculptures d'artistes issus de l'art urbain en teuil. Est-ce que tout ça est très nouveau? J'en sais rien. Je suis pas sûr. Le mouvement est nouveau et le support n'est finalement pas nouveau. Ce sont des artistes qui ont transcrit leurs œuvres sur ces supports-là, finalement. Et pas nouveau sans être nouveau, parce que Lascaux, c'était début, les gants de Lascaux, c'était... Mais là, ça, c'est quelque chose qui est... Le graffiti est nouveau dans les années 80. Là, la bombe, le passage, le métro. De toute façon, ouais, bien sûr. C'est nouveau grâce aux bombes aérosols qui venaient grâce à la technique des bombes aérosols pour peindre les voitures. Où en fait, les gars ont compris que, voilà, on va dire que ça a été lié au fait que dans les années 70 aux États-Unis, on pouvait commencer. Il y avait le système des livraisons qui était plus développé qu'en France, des magazines, des pizzas, tout ce qu'on veut. Et donc, à la fois les bombes aérosols, et qu'un gars s'est mis à dire chaque fois que je vais livrer ma pizza, je vais mettre mon nom quelque part, et comme ça, je vais exister. C'est un petit peu ça. Donc, c'est là où ça. Là, non, mais on a une conversation où on essaie de le résumer, parce que sinon, il faut que ça soit parlant. Et c'est là où on est passé de Lascaux à cette étape liée à la technologie de livraison de pizza et des bombes aérosols, où là on est passé à un truc où d'un seul coup, boum, et puis ensuite la photo avec un ou deux bouquins de Martha Henri Chalfont qui font des photos de ça, où là c'est distribué dans le monde et ça devient un phénomène où on passe encore à une autre étape. Voilà, un petit peu. C'est nouveau et pas nouveau, mais il y a eu des grandes étapes. Moi, j'ai eu la chance de vivre pas mal de ces étapes depuis ma tendre enfance. Et il y aurait beaucoup de choses à dire, surtout le marché, les artistes. Pour revenir à ta question, pourquoi on collectionne? Moi, je collectionne par passion, j'aime ça, et aussi pour la transmission future. Donc, ça, c'est une belle porte ouverte à ce que et finalement ça revient un peu à finalement aussi mon métier, puisque quand je viens pour expertiser aussi ou pour inventorier des collections, il y a ce côté transmission quelque part, ou fin de transmission, c'est-à-dire d'une personne qui souhaite se déposséder de toute une partie de sa collection, sans forcément aider de transmettre à une personne après, mais à transmettre à plusieurs âmes qui vont collectionner ces œuvres. Ouais, alors, et donc, est-ce que parfois collectionner veut dire envie de collectionner pour transmettre? Alors, collectionner, ça veut dire témoigner, déjà. Bien sûr. Témoigner pourquoi? Et ça rejoint le débat tout à l'heure sur l'institution muséale. Je reviens encore une fois toujours au même truc, on parle d'une peinture dans la rue. Cette peinture dans la rue, elle subit la répression des artistes et elle subit l'effacement des murs. Donc, une des seules manières de témoigner de ce qui à un moment existait dans la rue, c'est la photographie. Ou c'est ou le film, ou tout ce qui permet de garder en mémoire cette pratique-là. Et ça n'existe pas, et c'est peut-être ça qui fait une grande différence entre l'art urbain et beaucoup d'autres types de peinture, c'est qu'il n'y a pas de conservation de ce qui se passe dans les rues. Ça n'existe pas. Et au contraire, il y a même, et moi j'ai défendu quand même pendant beaucoup d'années beaucoup d'artistes de graffiti, il y a même une conjonction de phénomènes qui font que des villes comme Paris, par exemple aujourd'hui, ça fait des années que je dis la même chose, mais une ville comme Paris, c'est pas la capitale du monde où vous allez voir le plus de peinture dans la rue. Pourquoi? Parce qu'on les efface tous les jours. Donc, là, heureusement, ou pas, il y a des villes où on les efface moins. On va à Athènes, on va à São Paulo, pareil, c'est toujours les mêmes exemples, mais on voit quand même beaucoup plus de choses dans la rue qu'à Paris. Donc, collectionner, c'est aussi témoigner de ça. Et là où, effectivement, l'institution muséale manque, sous la réserve de la collection et de la collecte qui est continue du MUSEM, c'est que le musée est là aussi pour ça. En fait. Le musée est aussi là pour conserver.
conserver et du coup transmettre. Ou témoigner, transmettre. Et transmettre, bien sûr. Transmettre et témoigner. Et il est important, nous, on fait des donations aussi au musée de nos œuvres achetées il y a 30 ans. Ouais, alors, est-ce que vous avez des exemples? J'en ai, on va pas tous les Ouais. énumérer. Non, on a voulu faire un crash, Hervé Di Rosa, une collaboration, Ouais. musée Paul Valéry de Sète, il y a quelques exemples comme Donc ça. là, il y a vraiment une volonté de transmettre pour le coup. Tout à fait. Puisque c'est en donnant à un musée, il y a cette idée de regardeur, de plusieurs regardeurs. de moi aussi, qui voudrait un petit Futura. Non, mais sinon, on peut plus les prêter. Mais Emmanuel, tu connais ma collection. Tu l'as vu, elle est impressionnante. Donc j'ai ces 40 artistes. Hein, et par artiste, j'ai beaucoup d'œuvres. Moi, je connais Willem de deux manières, ce qui est plutôt marrant et qui témoigne un peu de cette histoire-là. Je pense que j'ai rencontré Willem la première fois quand il avait sa galerie dans le Marais. Mais il parlait de la galerie tout à l'heure dans le 7e arrondissement où il exposait John. Je pense qu'une des toutes premières expos moi, de graffiti en galerie, c'était chez Michel Gillet à l'époque, où moi je me souvenais de peinture à 30 000 francs. Je me disais, oh là là, mais je pourrais jamais m'acheter un truc pareil et tout. Et donc c'est étonnant de voir comment aussi dans ce mouvement, il y a des histoires parallèles, des mondes parallèles qui avancent. On parlait bonne ou mauvaise galerie, je veux dire... Mauvaise galerie, c'est juste façon de parler. Non, mais bon, il y a des gens qui sont là et les galeries ont un travail extrêmement important de soutien des artistes. Bien sûr. Un artiste qu'on... Ce qu'un commissaire-priseur ne fait pas, par exemple. Tous les 20 ans, ou qui en musée ne fait pas. Une galerie qui expose ses artistes chaque année, ou tous les 2 ans, ou tous les 3 ans, qui consacre, qui suit des artistes, qui soutient des artistes, qui parle avec les artistes, qui dit « Ok, la dernière fois, voilà ce que tu as exposé, c'est quoi ton projet pour notre future exposition ?» C'est extrêmement important. Les galeries qui parlent avec les musées, c'est extrêmement important. Et c'est d'autant plus important que de tout ça, il reste des traces et ça participe de l'histoire du mouvement et pas seulement du marché. Moi, je trouve que les galéristes ont un travail extrêmement important. Et d'ailleurs, dans ce mouvement de l'art urbain, c'est quand même des galéristes qui ont largement aussi diffusé cette peinture-là en Europe, en France, aux Pays-Bas, en Italie, en Allemagne. Bon, dans les années 80, c'est quand même beaucoup des institutions privées qui vont à l'époque faire le job, quoi. Dans les années 80, il y avait ces quelques galeries, dont la Spearstra Galerie, la mienne. On ne vendait pas vraiment. C'était vraiment collectionné. Ça ne se vendait pas. Donc ok. On s'achetait. Vous ne vendiez pas parce que vous n'arriviez pas à vendre ou parce que vous vouliez vraiment collectionner? Non, on peut dire les deux, mais c'est que le mouvement n'était pas encore reconnu. Il était encore vraiment dans la rue. Donc il y a vraiment... Des Zoulous. Voilà, on était des Zoulous. Tout le monde était Zoulous. Donc finalement, il y a eu un... Mais vous sentiez qu'il y avait quelque chose qui se passait et qu'il fallait collectionner. De toute façon. Ça, c'est vraiment intéressant de savoir ça. De sentir, c'est que c'était plutôt évident. On était convaincus qu'on avait là un art qui était hors du commun et c'est tout. Il n'y avait pas d'histoire même de spéculation de dire il faut acheter parce que c'est juste certaines personnes avaient compris la qualité du travail et voilà, c'est tout. T'es d'accord, Emmanuel Musset? Ouais. Enfin, vous êtes tous d'accord pour dire que vous sentiez qu'il y avait quelque chose qui se passait devant vous et que vous avez collectionné comme ça, de façon assez finalement instinctive. Je sais pas si on le sentait, quoi, mais bon, c'est difficile de résister à la force du truc quand on est témoin de ça, hein, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Je pense qu'une des difficultés qui est rencontrée par le graffiti au départ à s'exposer en galerie et sur les murs des musées, c'est que c'est interdit. Donc forcément, faire une exposition de graffiti, les gens... L'institution va dire, vous exposez des gens qui dégueulassent les murs. On sait qu'il y a des galeries à Paris qui ont dû renoncer à des vernissages ou qui ont eu des tas de difficultés parce que quand ils faisaient un vernissage, tout le quartier tout d'un coup était saturé de tags. Il faut quand même bien comprendre que... On a vécu ça dans ma galerie. Il faut bien comprendre que c'était pas non plus évident. Et puis, c'est quand même compliqué. Il y a toujours un problème d'explication. On en parlait tout à l'heure.
c'est difficile de faire comprendre aux gens, et les gens, ils aiment pas ce qu'ils comprennent pas. C'est vrai. C'est tout bête. Et le rôle des musées, c'est aussi d'expliquer. Bien Le sûr. rôle des galeries, c'est aussi d'expliquer. Le rôle des publications, c'est d'expliquer. Le rôle de tout ce qu'on fait, c'est d'expliquer. Qu'en fait, il faut quand même regarder un petit peu plus loin. Pourquoi il y a un gars qui va un jour taguer un mur? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est beau? Est-ce que c'est pas beau? Est-ce que c'est légal? Est-ce que c'est illégal? C'est quoi sa démarche? Qu'est-ce que ça veut dire en fait? Pourquoi il fait ça? Ben, à partir du moment où on commence un peu à expliquer aux gens et à raconter l'histoire, ça change. Donc, au début, quand vous faisiez vos premières expositions et qu'il y avait le 3 Pékin qui rentrait, bah oui, c'était pas très simple. Et on est tous passés de toute façon à côté de 1000 autres choses parce qu'on n'a pas poussé la porte d'un musée, poussé la porte d'une galerie. Si on fait un autre parallèle que moi j'aime bien faire aussi, pendant des années, le monde de l'art contemporain ne considérait pas l'art brut. Oui, c'est vrai. Il y a quand même un grand artiste français qui s'appelle Jean Dubuffet, qui a réuni une collection absolument phénoménale, Ensuite, dont la ville de Paris n'a pas voulu, et qui est Lausanne. à la collection de l'art brut à Lausanne aujourd'hui. Bon, bah, on commence à... Il y a des grands musées qui ont ouvert Beau parallèle. énormément d'art brut. Le LAM, qui est un musée d'art contemporain et d'art brut. Il y a Beaubourg qui a reçu une donation il n'y a pas très longtemps. Il y a le musée d'art moderne de la ville de Paris qui a consacré aussi des expositions. Et on en parle très très sérieusement aujourd'hui en termes... Aujourd'hui, c'est vraiment... l'art brut, c'est vraiment élevé au standard beaucoup de temps. contemporain, bien Il a sûr. fallu beaucoup de temps. Donc toutes Ouais, les c'est un très très bel en exemple. marge, elles ont un problème avec l'institution. Et d'ailleurs, la critique de Dubuffet sur le sujet, c'est de dire quoi? C'est-à-dire, il y a un système qui s'appelle le système des beaux-arts. Le système des beaux-arts, il consiste à sélectionner des artistes au cours de l'histoire et à dire cet artiste rentre dans mon système, cet artiste ne rentre pas dans mon système. Et il y a tous les artistes qui sont laissés sur le côté de l'art. Côté, bien sûr. Donc le parallèle, il est énorme, quoi. C'est- C'est toujours pareil. Non, c'est un très bon parallèle, je suis d'accord. Et ça vaut pour tous les... Voilà. Mais ça vaut pas que pour l'art urbain, ça vaut pour les fanzines issus de la mouvance punk, de tout l'art qui est sorti de... je sais pas, du La Tourelle punk. aussi, par exemple. On parle de Raymond Petitbon, bah voilà, c'est un immense artiste contemporain aujourd'hui. Et on pourrait les multiplier, les exemples. Il y en a plein. Sur vrai. C'est un bel... Je pense que c'est un très bel exemple entre l'art brut et le graffiti. Et peut-être qu'un jour, en effet, il y aura des rétrospectives, comme il peut y avoir des rétrospectives sur les artistes d'art brut et Il y en a des pour grands cause. bouquins, des... Bien sûr. Il y en a pour cause, oui. Ah ouais. Et on est, je pense, au début de cette institution. Issu de ce mouvement, il a eu combien d'expositions muséales ces 10 dernières années? Mais il y en a eu plein. Oui. Donc, au bout d'un moment, on ne peut pas y échapper. Oui, bien sûr. Simplement, n'y échappent pas les grands artistes. Et pas les autres. Et des grands artistes. Et de toute façon, l'histoire fera la sélection. Le temps fera la sélection et écrémera tout ce que tu disais, Patrick, quand tu es arrivé, entre le moment où il y en a énormément et on ne sait pas trop lequel prendre, et finalement les très grands noms qui feront l'histoire du mouvement de l'art urbain. Est-ce qu'on ouvre... je pense que c'est peut-être le moment d'ouvrir un peu la discussion aux questions. En tout cas, c'est un très bel échange et surtout, c'est très intéressant de voir les différents points de vue de collectionneurs parce que vous avez chacun vraiment votre prisme et au final, vous vous rejoignez sur beaucoup de points qui sont les points, je pense, disons, votre façon de collectionner est très différente. Votre façon de collectionner est très différente et votre prisme est différent. Mais au fond, sur les choses assez historiques, vous êtes d'accord. Voilà, merci beaucoup. Merci.